Bonjour et bienvenue sur le plateau de Mobility TV, une table ronde consacrée aujourd'hui à l'hydrogène et plus précisément à sa fabrication, l'hydrogène vert. On en parle beaucoup et on va voir très concrètement tous les projets qui se mettent en place. Se passer des énergies fossiles, eh bien c'est ce que nos invités sont en train de faire. On va le voir avec eux. Pierre-Étienne Franc, bonjour, merci d'être sur ce plateau, vice-président hydrogène énergie d'Air Liquide. À vos côtés, Laurent Carme, directeur général de McPhy. Bonjour. Merci à vous également d'être là. Mathieu Gardy, bonjour à vous, président de Hype. Merci également d'être là. Et bonjour Mathieu Guéné à vos côtés. Life. On va en parler avec vous aussi de tout ce qui se met en place. Merci d'être avec nous. J'avais envie de commencer avec vous, Pierre-Étienne Franc, sur un petit projet du côté du Canada qui montre qu'il se passe des choses assez concrètes sur les électrolyseurs, l'hydrogène vert. C'est vraiment en train de prendre une ampleur inédite. On sait que cette transition énergétique à l'hydrogène, elle fonctionne que si l'hydrogène est décarboné. Et donc la méthode ultime pour décarboner proprement l'hydrogène, c'est le faire à partir d'énergies renouvelables et d'énergie donc verte. Et pour ça, il faut quand même démontrer qu'on est capable de le faire à l'échelle. Donc on avait commencé à travailler la copie avec ces technologies innovantes qu'on appelle les technologies PEM, qui sont très réactives, qui ont des footprints au sol qui sont un peu plus faibles que les technologies alcalines, mais vous aurez d'autres acteurs autour de la table qui vous défendront les avantages de l'alcalin. Et par contre, qui sont moins matures. Donc on avait commencé au Danemark avec un premier projet de 1 MW, et 2 ans après, on fait x20 avec 20 MW. Et l'étape suivante, ce sera de faire 100 MW. Et on a démarré il y a quelques semaines, Bécancour, ça tourne très bien. Les performances sont même meilleures que celles qu'on avait escomptées au départ. Et on est très bien positionné parce qu'on n'a pas choisi le Canada pour faire plaisir à la France. On a choisi le Canada parce qu'on avait sur site déjà des électrolyseurs qui devaient être remplacés. Donc on avait une partie des équipements qui étaient sur place. Et puis on a accès à de l'énergie hydroélectrique extrêmement compétitive, ce qui fait qu'on sort en hydrogène intéressant pour les clients industriels et les clients de la mobilité. Donc pas de mauvaise surprise du côté du Canada pour l'instant. Avant de se pencher sur les projets de McPhy et de Life, j'avais envie de voir avec vous, Mathieu Gardy, sur ces projets, l'usage de l'hydrogène vert, il est présent, il doit forcément accompagner le développement et à terme, pour vous, pour les taxis Hype, que ça vienne d'hydrogène vert, c'est forcément indispensable pour, là aussi, passer à l'échelle aussi pour vous, une flotte plus importante de taxis. Exactement. Comme le disait Pierre-Étienne, on sait que l'hydrogène, à terme, ça doit être de l'hydrogène renouvelable. Nous, on accompagne de façon pragmatique cette évolution, à très court terme en l'occurrence, puisqu'on va, dès cette année, mettre en service, et même avant la fin du premier semestre, mettre en service une nouvelle station d'hydrogène à Paris, Porte de Saint-Cloud, qui produira sur site avec un électrolyseur de l'hydrogène vert et qui pourra alimenter le développement de la flotte de taxis Hype et déjà sur un passage à échelle significatif puisqu'on va être sur une taille d'1 tonne jour produite et distribuée localement à partir de cette station. Donc c'est vraiment l'illustration de ce qui est en train de se faire et les taxis Hype, le fait d'en avoir potentiellement bientôt 600, 700, ça passe forcément par ce type de... Ça passe à la fois par passer sur l'hydrogène vert et puis par augmenter la taille des unités de production et des unités de distribution. Nous, nos objectifs sur 2021, c'est effectivement 600 taxis supplémentaires dans le courant de l'année pour Paris et puis aussi de commencer à répliquer Hype dans d'autres capitales ou villes en Europe notamment. Ouais. Alors la production locale, on va le voir avec McPhy et Life. Peut-être commencer avec vous, Mathieu Guéné, d'un petit mot de présentation pour Life justement. Je ne vais pas vous demander un pitch en 1 minute 30, mais vous en êtes où en ce moment des développements de Life? Life est un producteur d'hydrogène écologique et dès l'été prochain, pour répondre à votre question, en Vendée, vous pourrez rouler à l'hydrogène et vous alimenter auprès des 5 stations-service qui distribueront de l'hydrogène. Ces stations-service sont alimentées par Life en hydrogène écologique. Alors comment fait-on de l'hydrogène écologique? On regarde la ressource en énergie verte, en énergie renouvelable du territoire vendéen. En l'occurrence, il y a beaucoup d'éoliennes et au pied des éoliennes, on construit une usine de production d'hydrogène, cet hydrogène écologique qui va livrer ces stations qui vont distribuer l'hydrogène pour les camions, pour les voitures, les bus qui rouleront en Vendée. Et ça, on est en train de le faire partout en Europe. On a 40 projets dans 40 régions européennes, donc c'est vraiment en train de se déployer partout. Donc on le voit, l'aspect usage très concret, l'aspect local pour McPhy, Laurent Carme, c'est aussi dans la démarche? C'est dans la démarche. Alors nous, McPhy, on se positionne sur
l'amont par rapport à mes collègues ici présents. Donc, Ouais. on est des fournisseurs potentiels d'équipements, soit en électrolyseur, soit en station de recharge pour les utilisateurs. Et effectivement, je pense que ce qu'on entend à travers les 3 discussions précédentes, c'est qu'on est vraiment dans un passage à l'échelle qui va demander effectivement d'industrialiser nos solutions. Donc de ce côté-là, nous, McPhy, on s'est gréé avec une levée de capital importante, puisqu'on a levé 180 millions d'euros à la fin de l'année passée. Levée de capital qui s'est en plus couplée avec des nouveaux partenariats industriels. EDF était déjà actionnaire de notre groupe. On a maintenant, aux côtés d'EDF, les sociétés de Chart Industries et Technip qui vont nous aider dans cette industrialisation. Okay. Et donc, tout notre objectif, c'est de passer à l'échelle, et notamment avec des nouvelles capacités de production qu'on souhaite implanter en France, à la fois sur des stations de recharge dès l'année prochaine et à partir de 2023-2024 sur les électrolyseurs. Très bien. Sur cet aspect-là, Pierre-Étienne Franc, vous connaissez l'hydrogène depuis quelques années. Est-ce que vous vous disiez que forcément, à partir du moment où on veut de l'hydrogène à grande échelle, il faut forcément qu'il soit vert et même si j'ai peut-être un peu la réponse, pourquoi maintenant? Pourquoi ça se développe? Ça a été magique le plan de relance? D'un coup, on se dit, tiens, l'hydrogène vert, c'est bien, on met plein d'argent? Déjà, nous, on ne dit pas qu'il doit forcément être vert. On dit que de temps en temps, il peut être bleu aussi, parce qu'il y a quand même des assets qui existent qui sont extrêmement compétitifs. Vous le faites un peu aussi. Hein, voilà, et on en fait un peu. On fait de l'hydrogène aujourd'hui qui est gris, à base de gaz naturel, et de temps en temps, dans un certain nombre de cas, on peut récupérer ce CO2 et le stocker dans des cavités salines ou dans des cavités offshore qui sont des puits déplétés. Mais pourquoi est-ce que ça décolle? Parce que le prix de l'énergie renouvelable a beaucoup baissé, d'une part, donc il commence à devenir intéressant de sortir de l'hydrogène à base d'énergie renouvelable et d'électrolyse, parce qu'on peut sortir en dessous de 20 € le mégawattheure dans certaines régions du monde. Donc avec ça, on a un prix variable de l'hydrogène qui est en dessous de 1 € du kilo. Donc avec ça, on peut commencer à se rapprocher du prix de revient de l'énergie de l'hydrogène fait par gaz naturel. Et le deuxième élément, c'est que comme le renouvelable avance, on se rend compte que la décarbonation de l'énergie primaire se fait, et donc que l'enjeu maintenant, c'est de s'occuper des secteurs lourds à décarboner, les transports lourds, les transports intensifs et l'industrie. Donc il faut passer à l'échelle, donc il faut des capacités d'hydrogène beaucoup plus importantes pour y arriver. Et donc comme on a le renouvelable disponible et ses besoins en aval, eh ben, l'électrolyseur devient la clé, le nœud pour arriver à faire marcher ça. Et les efforts faits par des acteurs comme McPhy et d'autres, nous on travaille avec Hydrogenix mais aussi avec Siemens, pour mettre en place des unités de fabrication d'électrolyse de taille conséquente pour arriver à sortir des projets de 100 MW pièce. C'est ça l'enjeu aujourd'hui. Le goulet, en fait, aujourd'hui, c'est ça. C'est que quand on fait la somme des unités de manufacturing d'électrolyse en Europe, on a quelques centaines de mégawatts, mais pas plus. Et les projets européens annoncés, c'est plusieurs gigawatts. Donc le vrai sujet maintenant, c'est d'aller dans cette dynamique-là. Et donc la production locale, on voit que c'est quelque chose de cohérent dans la démarche, notamment de Life, Mathieu Guéné. Et puis ce passage à l'échelle, il a clairement été rendu possible aussi par les annonces du plan de relance, les 7 milliards d'ici 2030. Est-ce que sans ça, vous auriez ces 40 projets, par exemple, de manière très concrète, ou est-ce que c'est pas si simple que ça? Bien sûr que ça a accéléré les choses, mais en plus du plan de relance, il faut voir qu'il y a eu le plan de relance européen, au-delà du plan de relance français. Effectivement. Et puis l'Allemagne, le Portugal, l'Espagne, à peu près tous les pays européens se sont dotés d'un plan hydrogène. Et ça, forcément, en Europe, là où les gouvernements, la réglementation est importante, c'est un formidable coup d'accélération pour la filière. Donc je souscris, l'hydrogène est moins cher du fait de l'avènement du renouvelable. Oui. On a de plus en plus de grands projets. Et ce qui est génial, c'est que ces grands projets, même quand on parle de 100 MW, ce sont quand même des projets qui restent locaux. C'est-à-dire qu'on peut les alimenter avec de l'énergie locale et ils peuvent être utilisés localement, aussi bien par l'industrie que la mobilité. Donc on va voir fleurir partout en Europe des projets, comme je le mentionnais tout à l'heure. Nous, c'est une quarantaine de projets. Au début, on en avait 5, avant le plan de relance, avant le plan européen. Ouais. Le regard, cet aspect écosystème qui se crée à chaque fois, c'est vraiment aussi dans la démarche de vraiment proposer quelque chose de concret pour cette région-là, selon les besoins, les usages. Écosystème local et écosystème européen, je pense que on a une chance quand même particulièrement avec l'hydrogène, c'est qu'on peut bâtir une chaîne de valeur complète européenne avec des champions
des grandes sociétés comme Air Liquide, des startups comme McPhy ou Life, pardon. Ça devait arriver. Ça reste. Et je pense que c'est ce qui est intéressant. Et ce qui est à noter aussi, c'est que les fondamentaux sont là. On n'est pas sur une industrie qui va se bâtir sous perfusion. Les fondamentaux de coût des renouvelables et de besoin de décarbonation sont maintenant bien inscrits. Et c'est ça qui va vraiment générer la croissance du marché. Il faut voir les plans de relance comme un coup d'accélérateur qui nous permet d'industrialiser nos solutions, de passer à l'échelle et de devenir compétitif par rapport à des solutions fossiles, et c'est tout notre enjeu. Mathieu Gardy, c'est important cet aspect, pas être sous perfusion. Pareil, hein, vous voyez ça avec le recul de Hype depuis des années, cette évolution pour quelque chose de durable, de pérenne. Exactement. Nous, de toute façon, le passage à l'échelle était vraiment vital dans le projet puisqu'on a démarré très tôt. Et donc, on a démarré en faisant le pari qu'il y aurait ce passage à l'échelle qui ferait que les coûts baisseraient, tant côté production hydrogène et distribution. Et là, on est ravis de ce qui se passe avec les plans de relance européens. On a aussi besoin qu'il se passe côté véhicule, où là, on est peut-être un peu plus en retard, et notamment au niveau européen. Il y a beaucoup d'équipementiers, et tant mieux sur la partie molécules. Il faut qu'on accélère au niveau européen sur la partie véhicule, où nous, typiquement, on est encore aujourd'hui avec des constructeurs asiatiques et on essaye, là encore, de motiver les industriels sur la partie véhicule pour qu'ils fassent émerger des nouvelles plateformes et puis pour qu'ils passent aussi à l'échelle en termes de volume. Et donc en leur disant, voilà, il y a des marchés tout de suite sur la mobilité qu'on peut adresser de façon relativement sécurisée. Donc c'est aussi le moment de passer la vitesse supérieure sur la partie véhicule. Oui. Pour l'instant, pour vous, c'est principalement avec Toyota et notamment l'objectif visible des Jeux de Paris en 2024. Exactement. Donc, on a la chance à Paris d'avoir ce milestone des JO qui met en ordre de marche à la fois les pouvoirs publics et les industriels, dont Toyota qui est partenaire des JO. Ça, c'est un avantage. Il faut qu'au-delà de cette opportunité, les choses s'enclenchent et qu'on rajoute des zéros sur les volumes, indépendamment de Paris, indépendamment des JO. Et que les taxis ne roulent pas que pendant les 3 semaines des JO. Et pas qu'à Paris. Forcément, oui. Ce qui est important dans ce que Mathieu dit, c'est qu'il y a vraiment énormément d'emplois à la clé sur la partie mobilité. L'industrie de l'automobile, c'est quasiment 10% de l'emploi industriel en France. C'est 2,4 millions d'emplois en direct et en indirect. Rien qu'en Pays de la Loire, chez nous, il y a déjà 20 000 emplois chez les garagistes. Donc il faut déjà maintenir cet emploi. Et pour le maintenir, il faut que les constructeurs se mettent à produire de plus en plus de véhicules. Pour qu'il y ait ces véhicules, il faut qu'il y ait les stations McPhy, il faut qu'il y ait un réseau de stations en France. Et là, il y a vraiment énormément d'emplois. Et puis je pense qu'après, on souscrit tous à l'idée que tout ça doit être alimenté avec de l'hydrogène écologique, comme on vient de le mentionner. Et Pierre Train France, sur cet écosystème régional, à chaque fois, dans chaque région, notamment en Normandie pour Air Liquide, il y a cet aspect emploi aussi qui compte forcément et on se projette aussi sur l'avenir. L'emploi est une conséquence directe de cette stratégie d'investissement dans des outils décentralisés pour servir les besoins régionaux. Et quand on regarde la vision de l'association française qui défend l'ensemble du secteur, je crois qu'elle estime qu'à horizon 2050, on est sur plusieurs centaines de milliers d'emplois qui sont induits par un basculement vers l'économie hydrogène. Nous, en ce qui concerne la Normandie, on est effectivement en train d'essayer de capitaliser sur un écosystème déjà très fort de distribution d'hydrogène, celui-là en l'occurrence décarboné, mais pas vert, en envisageant de participer à un projet de 200 MW d'électrolyse qui sera probablement accompagné d'un projet de manufacturing, d'assemblage d'une partie des membranes que l'on va aller chercher peut-être en Allemagne, puisque c'est probablement avec Siemens que nous travaillons sur ce sujet, alors pas avec McPhy cette fois-ci, mais ce sera peut-être pour d'autres projets, et qui permettra de créer des emplois localement, de renforcer la pérennité surtout des industries qui sont là, parce que si demain on n'est pas capable de décarboner ces process, progressivement le régulateur, la société civile, nos enfants vont dire on ne veut plus d'unités chimiques ou pétrochimiques ou de raffinage qui ne sont pas propres ou qui n'ont pas des sources, des injections d'énergie qui soient propres. Donc on prépare ça en faisant ces électrolyseurs de très grosse taille. Ouais. Vous le ressentez aussi peut-être dans les relations avec les collectivités, les régions, cet aspect environnement, cet aspect emploi, c'est clairement... Il est fondamental et c'est bien ça l'équation. On a bien une équation entre la puissance publique qui va soutenir le développement d'une industrie et en échange, 2 points. Évidemment, la décarbonation, c'est l'enjeu principal et la création d'emplois. Donc nous, effectivement, on s'inscrit dans cette approche. Il y a une vraie question aussi de souveraineté
avec de la fabrication européenne de ces équipements. Il y en aura en Allemagne, il y en aura en France. Donc nous, on s'inscrit sur un projet français. À l'échelle de notre société, aujourd'hui, on est 110 personnes chez McPhy. L'objectif, c'est de créer 750 emplois avec nos 2 usines d'électrolyseurs et de stations. Donc l'enjeu est important, c'est à l'échelle d'une entreprise. Et évidemment, lorsqu'on passe à l'échelle d'une filière complète, on va dans les chiffres qui ont été évoqués précédemment. Dans le domaine des voitures électriques, des batteries, on parle souvent de course à l'autonomie. Est-ce que pour les électrolyseurs, il y a un enjeu pour la taille, pour l'efficacité? Quelle serait l'équivalence, Mathieu Guéné? Les 2 principaux enjeux, c'est effectivement la puissance qu'on est capable d'installer et puis l'efficacité de ces électrolyseurs. Ça, ce sont vraiment des gens comme McPhy et puis ce que citiez Pierre-Étienne, Hydrogenix, etc. C'est vraiment leur job de faire de plus en plus gros, de moins en moins cher donc, et de plus en plus efficace. Mais ce qui est vraiment important, c'est de se rendre compte que c'est comme pour les batteries, il faut des gigafactories. Et on ne pourra pas chacun avoir dans sa région son unité de production d'électrolyseurs. Sinon, on ne va pas gagner la course. Pour arriver à faire baisser les coûts, il faut des unités de production de ces électrolyseurs, de ces machines qui produisent l'hydrogène en grande quantité. Donc il faut des gigafactories de batteries, il faut des gigafactories d'électrolyseurs. Et c'est comme ça qu'on arrivera à gagner la course avec face à d'autres continents. Et ce qui est sûr, c'est que sur ce sujet, l'Europe a encore peut-être une chance d'être en avance. Parce que la Chine a déjà à peu près gagné toute la bataille de la batterie, est en train d'accélérer extrêmement fort sur la pile à combustible et sur l'électrolyse. Donc l'Europe a décidé de mettre en œuvre un très grand plan, effectivement, la France aussi. Donc le plan est là, la vision est là, il faut juste accélérer un peu dans la mise en œuvre. Aujourd'hui, c'est ça le petit sujet, c'est accélérer la mise en œuvre. Et on a des champions, il y a plusieurs sociétés, il y a McPhy, il y a Siemens, il y en a d'autres. Et donc tous les éléments sont en place pour développer une vraie filière. Et il y a un écosystème parce que on pourrait avoir juste des électrolyseurs, il y a des fabricants de piles à combustible, il y a des utilisateurs. Et donc il y a toute une nouvelle économie qui est en train de se mettre en place. Et je pense que c'est ce qui est très particulier dans ce monde de l'hydrogène et qui en fait tout son intérêt. Oui, effectivement. Mathieu Gardy, vous le disiez, pas que à Paris pour les taxis Hype, c'est justement aussi dans cette logique de, certes, le local, le produit local, un électrolyseur Porte de Saint-Cloud, c'est ça, voilà. Et l'idée forcément de se développer et aussi de passer à l'échelle. Alors de passer à l'échelle à Paris, puisque je disais 600 nouveaux taxis cette année, mais on vise 10 000 véhicules en usage taxi qui soient passés à l'hydrogène pour les JO de 2024. Ouais. Et puis après, de répliquer ça dans d'autres capitales. Nous, on a un levier supplémentaire qu'on peut activer qui est la pollution de l'air. Donc on n'est pas juste sur le plan du carbone, on est sur le plan de la santé publique et de la pollution de l'air, sur des flottes qui polluent et qu'on doit passer aux zéro émission très vite. Ça, c'est un levier qui est pratique parce que ça met les responsables politiques locaux face à leurs responsabilités. Donc on peut aller plus vite. Après, on va aller, nous, dans des villes où effectivement on sentira que l'écosystème va être favorable et notamment la capacité de l'écosystème hydrogène à tirer les coûts vers le bas rapidement. Donc on parlait de pays ou de villes qui ont des capacités de photovoltaïque à des coûts très intéressants. C'est clairement un atout pour nous pour ne pas perdre de temps et se déployer vite à des conditions financières intéressantes dans ces pays ou dans ces villes. Ouais. Ce qui est intéressant d'ajouter, c'est qu'effectivement, on est désolé, on est des spécialistes, donc on jargonne beaucoup, on dit PEM, on dit électrolyse, c'est le nom barbare de la machine qui fabrique l'hydrogène, mais à la base, cette voiture qui est utilisée par les taxis Hype, elle rejette que de l'eau, elle est silencieuse, et puis elle filtre les particules de l'air. Donc pour tout ce qui est qualité de l'air dans des villes comme Paris, quel est le prix d'avoir une ville silencieuse et dépolluée? Il n'y en a pas. Oui, effectivement. Et ça passe forcément aussi par ses usages pour l'aspect grand public, l'hydrogène. Forcément, si on parle d'électrolyse dans le détail, on risque de se perdre un petit peu. En tout cas, moi, pas vous. C'est pour ça que les gens sont très fascinés par l'hydrogène sous l'angle des voitures et que du coup, c'est très challengé parce que, bien entendu, la batterie a pris une partie de l'électrification des voitures. Mais l'hydrogène est beaucoup plus essentiel parce qu'il va répondre à des enjeux systémiques, que ce soit l'industrie lourde, que ce soit les camions, que ce soit les bateaux, que ce soit les trains. Et là, le grand public va le voir au travers de ces usages-là. Effectivement, les poids lourds, les trains, ça commence à devenir là, concret. On a du mal à faire, on peut dire ce qu'on veut. C'est compliqué de faire ça avec une batterie quand même. Il y a un problème de volume et de poids qui font que c'est rédhibitoire pour des très gros transports sur des très longues distances. Et justement, dans la logique aussi, une station McPhy, elle peut être forcément multi-usage. Est-ce qu'en termes de puissance aussi, on s'adapte? Il faut s'adapter aux demandes. Je sais que par exemple en Bourgogne, il y aura une station, alors je ne sais pas si c'est McPhy, mais je dis que c'est une station pour le train à hydrogène. Est-ce qu'on l'adapte en fonction de cette demande Alors, c'est la beauté de l'industrie aussi, c'est que les produits sont assez standardisés.
Ouais. C'est ça qui va nous permettre justement d'arriver à faire baisser les coûts avec de la répétition et du volume. Les stations sont quand même à une vocation sur un usage mobilité. Après, que vous mettiez un véhicule léger, un camion, un bus, une benne à ordures, la station va délivrer de l'hydrogène de la même façon qu'une station essence aujourd'hui le fait avec tout type de véhicule. Sur les électrolyseurs, c'est la même chose. Et quand on parlait de localisation, on voit de plus en plus aussi de projets se développer qui mixent les usages, c'est-à-dire un électrolyseur donc, qui va produire de l'hydrogène vert au niveau d'un territoire, avec des usages à la fois industriels, mais aussi mobilité, et donc de la mise en commun d'équipements, ce qui aussi est une vraie révolution, parce qu'on voit que on avait des acteurs qui étaient un peu chacun dans leur marché, et cette révolution hydrogène rebat un peu les cartes et ouvre des passerelles qui n'existaient pas jusqu'à présent. Petit mot de la fin, peut-être Pierre-Étienne France. Il y a un an, on avait fait la même émission à la même époque, donc on peut le dire quasiment avant le premier confinement qu'on a vécu. Est-ce que vous pensiez que l'hydrogène serait allé aussi vite et aussi loin ? Il y a un an, on sortait d'une première rédaction d'un plan français où nous disions au gouvernement, nous avions fait une table ronde au mois de novembre au centre de recherche des loges à Paris en disant il faut quand même maintenant accélérer, l'Europe va bouger, il faut mettre plusieurs milliards. Donc on espérait plusieurs milliards. Ouais. Et puis, entre-temps, le Covid a desservi beaucoup de choses, mais a plutôt servi la cause de l'hydrogène parce que les gens ont compris que le Covid aussi manifestait la nécessité de changer un peu de modèle énergétique parce que dans les causes profondes, il y a quand même le modèle de consommation que nous avons aujourd'hui. Et donc, le besoin de trouver une nouvelle quête qui va faire qui est la quête suivante après le renouvelable solaire et l'éolien, il n'y a pas tellement d'autres horizons que l'hydrogène si on veut vraiment basculer sur un modèle complètement propre. Donc l'année 2020 a été l'année de la bascule. Effectivement, et il y aura plein d'occasions de vous inviter à nouveau sur ce plateau. Merci à tous les quatre d'être venus parler d'hydrogène vert. Merci et à bientôt sur Mobility TV. Merci. Merci.